si je vous racontais l'histoire d'une jeune fille rejetée, humiliée, abandonnée, mais qui a su transformer sa douleur en destin extraordinaire? Voici l'histoire d'Alyssa, une orpheline méprisée par sa propre famille. Une histoire vraie, puissante et surtout inoubliable. L'histoire d'Alyssa commence par une perte si brutale, si définitive, qu'elle laisse un vide béant dans le cœur d'une enfant de 6 ans. Alyssa vivait à Ziguinchor, au sud du Sénégal. Son père, Idrissa, était un chauffeur de taxi calme et bienveillant. Sa mère, Marie, était institutrice dans une petite école de quartier. Leur vie était modeste, mais remplie d'amour. Le genre de foyer où l'on riait avec peu, où chaque repas partagé valait de l'or. Mais un matin de saison sèche, alors que le soleil s'élevait à peine sur la ville, le téléphone sonna. Alyssa dormait encore, les bras enroulés autour de son ours en peluche, quand sa voisine, affolée, frappa à la porte. Une collision frontale sur la route nationale. Aucun survivant. La vie d'Alyssa bascula ce jour-là. Plus de bras pour la consoler. Plus de voix douce pour lui dire « tout ira bien ». Son univers s'effondra en silence. Ce que personne ne savait, c'est que cette tragédie n'était que le début d'un long tunnel. Un tunnel sans lumière au bout, du moins en apparence. Quelques jours après l'enterrement, une femme élégante, à l'allure rigide, débarqua de Dakar. Jacqueline, la sœur de sa mère. Bien habillée, lunettes de soleil sombre, elle fixa Alyssa sans un mot. Aucune larme, aucun sourire. « Elle viendra avec moi. C'est ce que Marie aurait voulu », déclara-t-elle froidement. Alyssa fut arrachée à sa maison, à ses souvenirs, à ses repères. Elle monta dans un car avec une valise minuscule, tenant fermement la main d'une femme qui ne la regardait même pas. À son arrivée à Dakar, Alyssa découvrit une maison spacieuse, moderne, mais froide. Très vite, elle comprit que ce lieu n'était pas un foyer. Sa chambre, un coin du couloir, avec un matelas à même le sol et une couverture râpée. Elle n'était pas la nièce, mais la petite orpheline. Presque un parasite. Ses 2 cousins, Randy et Soraya, la regardaient avec dédain. Ils chuchotaient sur elle, se moquaient de ses cheveux, de ses habits usés. Même leur chien était mieux traité qu'elle. Jacqueline lui imposa des règles strictes. « Tu ne touches à rien sans permission. Tu ne manges que quand je l'autorise. Tu n'es pas chez toi ici, tu es là par charité. » Alyssa, silencieuse, encaissait. Mais dans ses yeux, une étincelle demeurait. Celle de quelqu'un qui observe, qui encaisse, mais qui n'oublie rien. À partir de l'âge de 8 ans, Alyssa devint une servante. Avant même que les coqs ne chantent, elle était debout, balai en main. Elle frottait, lavait, cuisinait, pendant que Soraya dormait dans une chambre climatisée. Elle portait les plateaux de nourriture au salon, mais mangeait les restes dans la cuisine. Parfois, elle ne mangeait pas du tout. À Noël, elle recevait un savon emballé dans un sac plastique, pendant que les autres enfants ouvraient des cadeaux électroniques. Elle n'allait pas à l'école. Jacqueline disait que c'était inutile. Elle finira femme de ménage, pas ministre. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Alyssa apprenait en cachette. Elle volait des livres dans la poubelle. Elle lisait dans la salle de bain, la nuit, à la lumière d'un téléphone volé à la décharge. Elle mémorisait tout. Elle notait chaque mot inconnu dans un vieux cahier à moitié brûlé. Là où il m'enterrait, je plantais mes racines. À 13 ans, elle osa poser une question à sa tante. « Tata, je pourrais aller à l'école, même juste une fois par semaine? Je ferais encore plus de tâches. » Ce jour-là, Jacqueline éclata de rire. Puis elle gifla Alyssa, violemment. « Tu oses? Tu crois que tu es mon enfant? Tu veux devenir quoi? Ministre? Médecin? Pauvre idiote. » Alyssa ne pleura pas. Elle serra les dents, se tourna et retourna frotter le sol. Mais quelque chose venait de se briser en elle. Et parfois, il faut que quelque chose casse, pour qu'autre chose se construise. Cette nuit-là, elle écrivit dans son cahier. « Je m'en irai, même si je dois marcher sans fin, même si je dois dormir dans la rue. Un jour, ils sauront ce que j'étais. » Un soir de pluie, Jacqueline reçut des invités. Alyssa, comme d'habitude, servait discrètement dans l'ombre. Mais en renversant une goutte de sauce sur la nappe, elle déclencha une colère noire. Jacqueline se leva, devant tout le monde, et lui jeta l'assiette au visage. Les invités ne dirent rien. Ils rirent même. Ce fut la dernière humiliation. À l'aube, Alyssa se leva. Elle plia ses rares affaires dans un sac plastique. Elle prit son cahier, ses sandales et sortit. Sans bruit, sans adieu, vers l'inconnu. Mais avec une seule certitude. Je préfère mourir libre que vivre comme une ombre. Fuir, c'est facile. Survivre,
c'est une autre histoire. Alyssa n'avait que 14 ans quand elle quitta la maison de sa tante. Elle ne connaissait personne, n'avait aucun argent. Son seul bagage, un vieux sac plastique, un cahier trempé et une volonté plus dure que le béton. Les premières nuits furent un enfer. Elle dormait derrière les boutiques, entre les bidons d'eau et les cartons vides. Elle mangeait quand elle pouvait, parfois juste des morceaux de pain tombés ou des restes dans les marchés. Mais elle refusait de voler. Elle refusait de mendier. Je ne veux pas qu'on me voie comme une victime. Je ne veux pas qu'on me tende une pièce. Je veux qu'on me tende un livre. Un jour, alors qu'elle traînait près d'une petite bibliothèque municipale, un vieil homme l'interpella. Il s'appelait Tonton Malik, ancien professeur de lettres à la retraite, bénévole pour aider les enfants des rues. « Tu viens souvent ici, non? Tu veux apprendre ?» Elle hocha la tête. Il la regarda avec intensité, puis lui tendit un petit livre, usé jusqu'à la corde. « Commence par ça. Si tu me prouves que tu l'as lu, je t'en donnerai un autre. » C'est ainsi que, chaque jour, Alyssa lisait, puis revenait, et lisait encore. Le vieil homme, intrigué par sa mémoire hors norme et son sérieux, l'introduisit à une association locale. Là-bas, elle apprit à écrire sans faute, à parler anglais, à utiliser un ordinateur. Elle nettoyait les sols la journée, et le soir, elle dévorait des encyclopédies. Chaque mot nouveau était un pas vers la liberté. Mon cerveau est mon passeport. Mon savoir, ma révolte silencieuse. Mais le sort n'avait pas fini de tester Alyssa. Un soir, alors qu'elle rentrait à pied d'un atelier de formation, un groupe de jeunes garçons tenta de lui arracher son sac. Elle résista. Ils la poussèrent violemment. Elle tomba, la tête heurtant le trottoir. Quand elle se réveilla, elle était à l'hôpital. L'association avait été alertée, mais plus inquiétant, elle avait perdu temporairement la vue d'un œil. « Elle ne pourra plus faire d'études poussées », murmura une infirmière. « Trop fragile. » Mais Alyssa refusa le pronostic. Dès sa sortie, un bandeau sur l'œil, elle retourna dans la bibliothèque. « Je vois peut-être flou, mais je vois plus clair que ceux qui m'ont méprisé. » À 17 ans, Alyssa apprit l'existence d'un concours national, Femmes d'avenir, organisé par une grande fondation pour jeunes filles défavorisées. Le gagnant aurait droit à une bourse complète pour étudier à l'étranger. On disait que c'était impossible, que seules les filles de Dakar, bien introduites, bien coiffées, bien habillées, pouvaient gagner. Mais Alyssa ne voyait pas les obstacles, seulement les marches. Elle postula. Elle écrivit une lettre, pas une simple candidature. Non, une déclaration de guerre au destin. Elle y décrivit sa vie sans misérabilisme, mais avec une force brute. Elle signa avec une phrase « Je suis une fille née dans la poussière, mais je mérite de toucher les étoiles. » Un mois plus tard, elle reçut un appel. « Mademoiselle Alyssa, vous avez été sélectionnée pour la finale. Le jury veut vous rencontrer. » Ce jour-là, elle pleura. Pour la première fois, pas de douleur, mais de soulagement. La finale eut lieu dans un hôtel luxueux du centre-ville. Elle arriva avec une robe empruntée à une autre fille de l'association. Ses chaussures étaient trop grandes, mais elle se tenait droite. Face au jury, elle raconta son histoire, sans filtre, sans détour. Elle parla de l'humiliation, de la rue, des livres volés, de son œil à moitié aveugle, de ses nuits sans toit. Silence. Puis l'un des jurés, un homme en costume gris, se leva. « Vous êtes brillante. Rarement une histoire ne m'a autant touchée. Et vous êtes la preuve que le courage existe encore. » Elle gagna, mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme en costume n'était autre que Yann Dembélé, fondateur d'une entreprise de tech très prospère en Afrique de l'Ouest. Un homme influent, un millionnaire, et surtout, un homme seul, profondément touché par son regard. Il ne le savait pas encore, mais la fille qu'il venait de rencontrer allait bientôt bouleverser son propre destin. Avec la bourse, Alyssa partit pour le Canada. Elle entra dans une grande université. Elle découvrit la neige, le silence des bibliothèques climatisées, les professeurs qui l'écoutaient. Mais elle découvrit aussi le doute, la solitude, le syndrome de l'imposteur. Un soir, alors qu'elle regardait son reflet dans une vitre, elle murmura « Je suis vraiment ici? Moi ?» L'enfant qu'on a traité comme une poussière. Mais au fond d'elle, la réponse était déjà claire. Oui, et j'y resterai, parce que maintenant, je suis prête à écrire mon propre avenir. Le destin ne frappe jamais à la porte, il entre sans prévenir. 2 ans s'étaient écoulés. Alyssa brillait.
Elle était devenue un nom que les professeurs respectaient, que les étudiants admiraient. Toujours assise au premier rang, elle posait des questions qui forçaient même les enseignants à réfléchir. Elle écrivait des essais percutants, remportait des prix de rédaction, participait à des conférences internationales. Mais malgré les sourires, malgré les applaudissements, une douleur subsistait. La douleur d'une enfance volée, le vide laissé par ses parents. Et surtout, cette phrase qui revenait dans ses cauchemars. « Tu ne vaudras jamais rien ». Elle avait beau monter, ces mots lui collaient à la peau comme une ombre. Un jour, son professeur l'invita à une conférence privée à Montréal. Un grand patron africain du numérique allait intervenir. Le nom? Yan Dembélé. Oui, encore lui. L'homme qu'il avait sélectionné dans le jury il y a 2 ans, mais qu'elle n'avait jamais revu depuis. Elle entra dans l'amphithéâtre. Costume sombre, charisme évident, regard profond. Yan prit la parole devant des centaines d'étudiants. Mais au milieu de la salle, ses yeux s'arrêtèrent sur elle. Alissa. Son visage avait changé, plus mature, plus affirmé. Mais ce regard, il ne l'avait jamais oublié. À la fin, il s'approcha d'elle. « Vous êtes Alissa, n'est-ce pas ?»« Oui. Je suis surprise que vous vous souveniez de moi. On n'oublie pas une étoile filante. On attend juste qu'elle revienne dans notre ciel. » Elle rougit. Ce fut le début d'un dialogue silencieux entre 2 êtres cabossés, qui ne cherchaient pas à combler leurs blessures, mais à marcher côte à côte malgré elle. Quelques semaines plus tard, Alissa reçut un message. Yan lui proposait un stage dans son entreprise, à Abidjan, une opportunité en or. Mais elle hésita. Retourner en Afrique, c'était aussi retourner là où elle avait été rejetée, là où elle avait pleuré dans l'ombre. Était-elle prête? Elle posa la question à son professeur, qui lui répondit. Parfois, revenir là où l'on a souffert, c'est le seul moyen de montrer à la douleur qu'elle ne nous possède plus. Alors, elle accepta. Et quand elle atterrit à Abidjan, un chauffeur l'attendait avec une pancarte. « Bienvenue, mademoiselle Alissa, l'avenir vous attend. » Abidjan était différente. Les grandes tours, les taxis jaunes, l'air chaud chargé d'ambition. Yan lui avait confié un projet de grande ampleur, créer une application éducative gratuite pour les enfants des rues. Exactement ce qu'elle avait toujours rêvé de faire. Et pour la première fois, elle dirigeait une équipe, prenait des décisions, parlait dans les médias. Son visage apparaissait dans les journaux. On parlait d'elle comme d'un modèle, une success story hors du commun. Mais malgré son ascension fulgurante, elle restait humble. Chaque soir, elle retournait dans les quartiers pauvres, distribuait des livres, parlait aux petites filles qu'on disait perdues. « J'ai été vous, et si j'ai pu le faire, alors vous aussi. » Mais alors que tout semblait sourire à Alissa, un événement vint bouleverser son monde. Un jour, dans une conférence caritative, elle tomba sur une vieille femme. Courbée, fatiguée, les traits familiers. C'était sa tante. Oui, celle-là même qui l'avait chassée, humiliée, brisée. « Alissa, je suis désolée. » La femme pleurait. Elle avait tout perdu. Son mari, ses biens. Elle vivait maintenant dans la précarité. Et en voyant Alissa à la télévision, elle avait compris. « Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que je regrette. » Alissa resta silencieuse, puis elle tendit la main. « Je ne suis pas devenue grande malgré toi. Je suis devenue grande parce que j'ai refusé de devenir comme toi. Et ça, je te le dois aussi. » Elle ne l'embrassa pas, mais elle ne la rejeta pas non plus. Elle venait de refermer un chapitre. Dans ce tourbillon de projets, de lumière, de reconnaissance, Yan, le millionnaire discret, devint un pilier silencieux. Toujours là, jamais envahissant. Un soir, alors qu'il terminait une réunion tardive, il lui dit « Tu m'as appris que l'intelligence est belle, mais ta force, elle est divine. » Elle sourit. « Et toi, tu m'as prouvé que la richesse ne réside pas dans les chiffres, mais dans ce qu'on en fait. » Quelques mois plus tard, discrètement, loin des caméras, ils se marièrent. Pas dans un palace, mais dans une petite école qu'Alissa avait fait rénover dans son ancien quartier. C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que je veux dire oui à mon avenir. Elle n'a pas crié, elle n'a pas vengé, elle n'a pas humilié. Elle a construit, elle a appris, elle a aimé. Et aujourd'hui, elle est une femme libre. Il ne savait pas qu'en brisant une petite fille, il venait de forger une reine. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-nous en commentaire. Que feriez-vous si vous aviez la chance de changer votre destin? D'autres récits tout aussi puissants vous sur la chaîne. Ne ratez pas les prochaines vidéos. Merci d'être là.